À chaque nouvelle entrée dans la franchise, on se rappelle que l'univers de Dragon est plein de mystères, de rebondissements et de personnages inattendus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plonger dans le top 10 des théories de fans sur Dragon. Commençons par quelques théories sur les espèces de dragons qu'on rencontre tout au long de la franchise. En numéro 10, on a l'idée que les Pickpocketos et les Armorwing descendent d'un ancêtre commun. Et franchement, c'est pas dur à croire, parce que le Pickpocketos comme l'Armorwing ont tous les deux besoin de se fabriquer une armure pour couvrir leur peau fragile. Alors que le Pickpocketos récupère des os de dragon pour se construire une carapace ultra solide, l'Armorwing utilise ses flammes blanches incandescentes pour souder une armure impénétrable autour de lui. Leur peau a certes l'air un peu différente, le Pickpocketos ressemblant davantage à une énorme poule sans plumes, tandis que l'Armorwing a une peau plus normale sans écailles. Cependant, la structure du visage, les ailes et la taille globale sont très similaires, ce qui laisse fortement penser que ces deux dragons sont apparentés. Autre point commun, leur personnalité. Ce sont des dragons plutôt solitaires et territoriaux. Leur isolement vient surtout d'une nécessité, ils doivent passer des heures à trouver les pièces parfaites pour compléter leur armure. Une fois leur défense prête, ces dragons deviennent plus abordables et peuvent même se montrer joueurs et affectueux avec le bon dresseur. On passe à la théorie numéro 9, tout comme les Pickpocketos et les Armorwing, et si les écrevasses et les furies nocturnes étaient deux espèces proches elles aussi. Réfléchis. Ces deux dragons partagent des traits assez dingues. Ils sont des volants ultra rapides, peut-être parmi les plus rapides du monde des dragons. Leurs deux espèces montrent aussi une intelligence exceptionnelle, bien au-dessus de la plupart des autres types de dragons qu'on a pu voir. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu compares leurs pouvoirs liés à l'énergie. Les furies nocturnes peuvent tirer des salves de plasma d'une précision chirurgicale, tandis que les écrevasses peuvent canaliser et rediriger la foudre elle-même. En fait, les furies nocturnes sont elles aussi liées à la foudre. On a vu Croque-Mou la manipuler dans le troisième film pour chauffer ses écailles et devenir invisible. Ses pouvoirs électriques et plasma suggèrent que ces dragons auraient évolué à partir de la même branche, en développant au fil du temps des façons différentes de capter et de manipuler l'énergie. Les similitudes physiques sont là aussi. Même si le look piquant de l'écrevasse le rend plus intimidant, les deux ont une silhouette aérodynamique taillée pour la vitesse, et leurs ailes ont des structures remarquablement proches quand tu les regardes de près. En numéro 8, on explore la théorie selon laquelle les furies nocturnes viendraient en fait d'un climat beaucoup plus chaud et ne seraient pas originaires de l'archipel barbare. Cette théorie part de l'affirmation de Grimmel selon laquelle les furies nocturnes ne supporteraient pas le froid, mais elle se colle aussi avec le comportement de Croque-Mou tout au long de la saga. Oui, je sais ce que tu te dis. On a vu plein de moments où Croque-Mou joue dans la neige sans souci, mais souviens-toi, il crache du feu pour réchauffer le sol avant de se coucher. La plupart des dragons de l'archipel semblent parfaitement adaptés au froid et ne font même pas attention à l'idée de rester au chaud. Croque-Mou, lui, est différent. Si les furies nocturnes viennent à l'origine des régions tropicales ou subtropicales, ça expliquerait aussi leur rareté autour de Burke. Croque-Mou a pu migrer au nord à cause de pression territoriale, de la chasse, de changements climatiques ou juste parce qu'il s'est perdu. Mais une chose est sûre, il n'est clairement pas naturellement fait pour survivre aux hivers glacés de Burke. Dans la continuité de ce que dit Grimmel, la numéro 7 avance que Grimmel a menti sur le fait d'avoir exterminé les furies nocturnes. Pense au profil de Grimmel, il est obsédé par l'idée d'être vu comme le chasseur ultime, celui qui a accompli ce que personne d'autre n'a pu faire. Et si sa plus grande revendication était en réalité un mensonge. Remarque que Grimmel ne montre jamais de preuves concrètes et de ses prétendues mises à mort. Pas d'ossements, pas de crâne, pas même un dragon empaillé, rien du tout. Pour quelqu'un d'aussi fier de ses exploits, on s'attendrait à des trophées. Or, il n'en a aucun. Cette théorie suggère que Grimmel n'a peut-être rencontré que très peu de furies nocturnes, voire aucune, et qu'il a bâti sa réputation sur des récits exagérés. Son obsession pour Croque-Mou pourrait venir du fait que c'est sa première vraie chance de prouver qu'il peut chasser une furie nocturne et asseoir sa réputation de tueur de dragons. En numéro 6, on part sur une autre théorie concernant la rareté des furies nocturnes. La cape noire si distinctive de Drago Point Sanglant serait en réalité une peau de furie nocturne. Différence avec Grimmel, Drago, lui, on sait que c'est du sérieux. Même Stoic reconnaît sa force et sa brutalité. Ça donnerait une explication plus concrète à la rareté des furies nocturnes dans l'archipel. Si Drago en a chassé quelques-unes pour fabriquer son habit intimidant, les furies nocturnes très intelligentes auraient simplement fui l'archipel pour sauver leur peau. Ce serait une meilleure explication que leur quasi-disparition que les affirmations non prouvées de Grimmel. La probabilité que Drago ait affronté des furies nocturnes est aussi appuyée par la réaction des autres personnages. Souviens-toi de la tête d'Eret quand il voit Croque-Mou. Sa surprise laisse penser que les furies nocturnes sont légendaires, presque mythiques pour la plupart des trappeurs. Mais Drago, lui, n'est pas vraiment choqué en voyant Croque-Mou, sans doute parce qu'il chassait déjà ses dragons en secret.
Et la théorie tient encore plus la route quand tu te dis que Drago voudrait la peau de l'espèce la plus rare et la plus puissante pour son usage personnel. C'est exactement le genre de coup de force que son personnage ferait. Toujours sur les furies nocturnes, la théorie numéro 5 est l'une des plus controversées du fandom. Croque-Mou serait en réalité une furie éclair mélanistique et les furies nocturnes ne seraient pas une espèce distincte. Le mélanisme, c'est quand un animal produit un excès de pigment noir, l'inverse de l'albinisme. D'après cette théorie, ce qu'on appelle furies nocturnes seraient simplement des furies éclairs avec cette variation génétique rare. Ça expliquerait pourquoi Grimmel n'a aucun trophée de ses prétendues chasses. Il traquait en fait une variation quasi inexistante. Les récits de furies nocturnes à travers l'histoire seraient peut-être des confusions avec des dragons qui règnent sur la nuit, comme les écrevasses. Ça expliquerait aussi la connexion instantanée entre Croque-Mou et la furie éclair du troisième film. Ce sont littéralement la même espèce, juste des couleurs différentes. En numéro 4, on a une théorie totalement inattendue et créative. La décision d'Harold d'envoyer tous les dragons dans le monde caché a en fait détruit l'écosystème de la surface. Les dragons ne sont pas juste des créatures, ce sont des prédateurs apex qui font partie des écosystèmes depuis des millénaires. Les retirer d'un coup créerait une catastrophe écologique. Sans dragons pour réguler les poissons, les créatures marines et d'autres animaux, on verrait sans doute une surpopulation rapide suivie d'une pénurie de ressources et de famine. L'équilibre délicat entre dragons humains et nature serait complètement brisé. Harold pensait protéger les dragons, mais cette théorie suggère qu'il a peut-être condamné le monde de la surface à un effondrement écologique. La numéro 3 nous emmène encore plus loin avec l'idée que l'œil de dragon est en fait la preuve que le monde de dragon est post-apocalyptique. L'œil de dragon contient une technologie très avancée. Hologramme, mécanisme complexe, bien au-delà de ce qu'on attendrait d'une société de type viking. Sérieux, même la fabrication de lentilles n'était pas une technologie courante à l'époque des vikings. Mais et si l'œil de dragon n'était pas en avance sur son temps, et si c'était un vestige d'avant un grand effondrement? Cette théorie dit que l'univers de dragon se situerait après la chute d'une civilisation avancée. Les îles dispersées, la techno rudimentaire de la plupart des gens et ces artefacts ultra sophistiqués comme l'œil de dragon pointeraient vers un monde qui se reconstruit après une catastrophe. Les dragons eux-mêmes ont peut-être un jouer rôle dans cet apocalypse, ce qui donnerait une couche supplémentaire au conflit humain-dragon qu'on voit dans la saga. En numéro 2, on explore la théorie selon laquelle Croque-Mou est en réalité un méchant, ou au mieux un anti-héros avant de rencontrer Harold. Cette théorie suggère que Croque-Mou chassait activement des humains ou causait des destructions avant sa rencontre avec Harold. Ses compétences de combat incroyables, sa connaissance des tactiques de dragon et sa capacité naturelle à commander et à dominer d'autres dragons font penser à quelqu'un avec une grosse expérience du conflit. Sa transformation de potentiel antagoniste à héros rendrait son arc encore plus fort. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un garçon et de son dragon, mais une rédemption et le pouvoir de l'amitié qui change quelqu'un de fond en comble. Et enfin en numéro 1, on pousse la remise en question des motivations de Croque-Mou avec peut-être la théorie la plus glaciale. Les furies nocturnes seraient en fait des prédateurs spécialisés de dragons. Cette théorie inverse tout ce qu'on croyait savoir. Au lieu d'être une espèce dangereuse pour les humains, elles auraient évolué pour chasser d'autres dragons. Pense aux compétences de Croque-Mou. Des salves de plasma sont parfaites pour abattre ses cibles volantes. Sa vitesse et sa furtivité permettraient de surprendre les autres dragons en plein vol, et son intelligence lui permettrait d'anticiper sa proie. Le nom Furie Nocturne prend bien son sens plus sombre avec cette théorie. Peut-être que l'activité nocturne n'était pas seulement une manière d'éviter les vikings, peut-être que les ténèbres lui permettaient de faucher sa proie avant même qu'elle puisse riposter. Ça expliquerait aussi la rareté des furies nocturnes. Les apex prédateurs sont rarement nombreux. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi les autres dragons n'interagissent pas trop avec Croque-Mou avant qu'il ne devienne alpha, et pourquoi Croque-Mou n'avait pas de meute au début. Par nature, les furies nocturnes seraient des chasseurs solitaires comme des léopards ou des panthères. Et la relation entre Harold et Croque-Mou devient encore plus improbable et belle avec cette théorie. Harold n'a pas juste apprivoisé un dragon, il s'est lié d'amitié avec une créature conçue par l'évolution pour être l'ultime tueur de dragons. Et voilà le top 10 des théories de fans sur Dragon. Tu penses quoi de ces théories? Est-ce que certaines changent ta vision des films et des séries? En attendant, si tu veux voir 10 autres théories trop cool sur Dragon, tu peux cliquer sur cette autre vidéo que j'ai faite. Clique dessus pour la voir. Allez, clique.